Alors, on va reprendre avec donc le second talk. Je vous ai promis une explication de texte sur ce titre pompeux, je vais vous la donner tout de suite. Forêts cybernétiques millénaires et paysages artificiels. Donc les forêts cybernétiques, en fait, c'est un terme qui vient d'un poème en fait, assez célèbre de Richard Brautigan, All Watched Over by Machines of Loving Grace, qui est en fait très souvent cité quand on parle d'intelligence artificielle d'ailleurs, ou d'histoire des techniques computationnelles en général, un poème de 67. Et je trouvais que c'était... Voilà, j'aimais cette idée. Bon, le millénaire vient du féral, on va en parler après. La question du vivant, du travail aussi de Lorraine, on va revenir sur tout ça. Je vais vous présenter, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc Lorraine. Donc, ta pratique s'articule principalement autour de la vidéo, de la performance, de l'installation et du collage. Tu travailles autour des systèmes de croyances et de pensée qui sont véhiculés par nos dispositifs techniques et médiatiques. C'est vraiment synthétique, hein, donc on ne va pas tout dire. Voilà. Depuis 2020, tu as régulièrement collaboré avec Maria Gutta dans des œuvres qui viennent questionner la question de la construction des identités en ligne et par l'image, notamment évidemment sur les réseaux sociaux, mais pas exclusivement. Tu as aussi développé depuis une quinzaine d'années toute une recherche autour du travail invisible lié aux technologies numériques, une recherche qui t'a emmené aux Philippines, rencontrer ces travailleurs qui sont surexploités. On a parlé tout à l'heure des questions liées... des questions politiques liées à ça. Donc là, on est vraiment en plein dedans aussi. Tu as aussi développé une recherche autour des affects liés aux images. Ça, on va notamment y revenir. Et puis, juste pour situer ton actualité, tu travailles actuellement sur une commande publique pour une école à Genève, au Vernet, pour laquelle tu collectes des schémas et des formes de visualisation des savoirs scientifiques qui vont être redéployés à l'intérieur de l'espace de l'école. Fabien, toi, ton travail d'artiste s'est construit à l'intersection de l'art, de l'histoire des sciences et des technologies, et aussi de la philosophie. À partir de 2007, tu as entamé une collaboration artistique avec Raphaël Siboni, qui s'est traduite dans des formes mêlant vidéo, performance, culture, installation, notamment autour de la création de récits spéculatifs. Parmi vos projets majeurs figure une vaste série de films qui s'intitule The Unmanned et qui est composée de 3 saisons. On va en regarder un bref extrait tout à l'heure. La première traitait plus directement de l'histoire justement des techniques computationnelles. La seconde, The Averted Capital, est vraiment beaucoup plus connectée de manière, on va dire, explicite sur les questions d'intelligence artificielle. Et la troisième, je ne l'ai pas vue, donc voilà. The Form of Not. En parallèle, tu as aussi travaillé au développement d'une plateforme de recherche et d'un journal qui croisait recherche, sciences et arts, mais je ne sais pas si ça continue vraiment. Glassbead, tout continue vraiment. Glassbead, pardon. Glassbead. Mais qu'il a aussi croisé recherche, sciences dans des dimensions à la fois théoriques et pratiques. Et puis depuis 2 ans, tu travailles au développement d'un projet qui est extrêmement ambitieux. Tu n'y travailles pas tout seul, hein, mais qui s'intitule Feral, ou Le Feral, je ne sais pas si on met The Feral, qui est à la fois, alors là c'est moi qui le dis comme ça, mais une entreprise de terraformation d'une vaste zone naturelle, entre guillemets, du Limousin, la production d'un film et un institut de recherche. Alors j'ai le sentiment que dans vos pratiques, il y a un lien aujourd'hui très fort entre le rapport au vivant et la question de l'intelligence artificielle. C'est vraiment pour ça que je voulais vous réunir. Une convergence entre questions techniques et écologiques, mais vous avez cependant commencé à vous intéresser tous deux à ces questions, vraiment, je pense, hors de cette question du vivant, à mener, disons, des recherches artistiques et théoriques sur la question de l'IA hors du vivant. Mais bon, voilà. On va donc peut-être commencer par regarder donc 2 extraits de vidéos. La première, donc, c'est... Alors, j'ai pas noté le titre, mais qui est un extrait de The Unmanned, The Averted Capital. Donc, saison 2, épisode 3. Voilà, on va regarder le début et peut-être c'est... Enfin, même pas peut-être, c'est absolument certain qu'il nous faut une courte introduction avant qu'on se lance dans le visionnage. Et je vous préviens aussi qu'il y a une scène qui peut heurter les sensibilités avec un animal qui se fait... Non, ouais, c'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment, moi, ça m'a, voilà, je vous préviens.
Voilà, bon, tu nous le diras. Donc, est-ce que tu peux peut-être introduire, alors je ne sais pas si introduire la série en tant que telle, c'est assez gigantesque, mais cet épisode, ou en tout cas cette saison, la seconde saison. Voilà, comme ça. Oui, ce serait long de parler de toute la série. Donc, en effet, c'est un travail qu'on avait mené avec Raphaël Siboni, donc qui s'est achevé en 2022, donc il n'y a pas si longtemps, mais quand même 3 ans. À l'issue duquel on avait d'ailleurs publié un catalogue en partenariat avec la Fondation Ricard. Ouais. Et ce qu'on va voir là, c'est le début du dernier film de la 2e saison, donc. Et en effet, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que la première saison, c'était 8 films, assez classiques dans leur des films qui duraient tous 26 minutes, qu'on a montré d'ailleurs à la Fondation pour certains en 2018, je crois, et qui racontaient une histoire de l'informatique. Mais une histoire de l'informatique au sens très personnel, et c'était surtout un rapport, disons, avec un constat qui était le nôtre depuis quand on a commencé en 2012, donc ça fait maintenant longtemps, quand on avait commencé, de se dire une étrange époque où une technologie de prédiction du possible, c'est-à-dire ce qui peut arriver, du peut-être, croise en même temps un blocage complet de notre projection dans un devenir, de ce qu'on pourrait devenir, puisqu'il est impossible aujourd'hui de se projeter, d'imaginer même un futur à notre monde au-delà de 50 ans, alors qu'on développe justement paradoxalement des technologies du peut-être, c'est-à-dire en tout cas qui se vendent comme telles, comme des technologies de prédiction. Donc voilà, on voulait raconter l'histoire de cette technologie, comment elle est advenue. La 2e saison, dont on va voir le film, là, c'était vraiment plus sur une histoire de la valeur. C'est pour ça, donc ça s'appelle The Everted Capital, ça veut dire le capital retourné. Retourné, oui. Voilà, ou rétroversé, même on dit plutôt. Et là, c'est le dernier épisode. Donc je dis ça juste en introduction parce que vous allez voir une pièce de monnaie fondre au début, qui est une originale d'ailleurs, l'origine de la monnaie. Hein, c'est vraiment la première pièce qui a été créée, la première série du père du roi Crésus dans l'Empire lydien, l'actuelle Turquie. Et ce film, si je voulais en montrer un bout là, c'est parce que c'est vraiment le protocole du projet dont on va parler après, qui a servi un peu d'esquisse. Donc là, on voit 2 personnes qui entraînent une intelligence artificielle à une série de choses, mais je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, on va juste regarder le début et le film sera montré bientôt au Jeu de Paume dans son intégralité, dans le cadre de l'exposition justement que tu as mentionné tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. Oui. Quinta. On va regarder un second extrait donc de L'hypnose du jardin de Lorraine Huret. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2 mots, Lorraine, donc, qui est une œuvre vidéo, mais qui a été produite sur un mode génératif pour une exposition au musée du Locle, qui était consacrée à Monte Verita, donc le groupe utopique, contre-utopique, on ne sait plus trop, suisse. Oh mince, pas du tout. Qui est d'ailleurs accessible... alors attendez. Qui est accessible aussi sur le site du musée dans son intégralité. Donc ça, c'est assez beau. On peut le regarder. Peut-être d'ailleurs, on le regarde. On peut le regarder depuis le milieu, non? On commence depuis le début, tu penses? Peut-être on peut. On avance, peut-être je dis 2-3 mots dessus d'abord. Pardon. Et puis après, peut-être on peut regarder plutôt la fin. Donc oui, alors l'hypnose du jardin, c'était une commande qui m'a été faite pour un programme en ligne. Et c'est en fait, ça n'avait rien à voir avec Monte Verita. Monte Verita, on a été invité dans un second temps avec Maria pour travailler sur Monte Verita. Mais du coup, ça, c'était un peu une sorte de
réflexion, expérimentation sur, sur le thème de l'hypnose, que je travaille maintenant depuis 2015. Je fais normalement des performances d'hypnose où j'essaye un petit peu d'hypnotiser les gens. Donc cette fois-ci, j'avais pensé à faire une sorte d'hypnose visuelle. Donc l'idée, c'était de proposer en ligne cette vidéo qui est assez longue et qui fait 22 minutes et de la proposer pour qu'on puisse s'endormir devant. Donc aucune injonction à regarder cette vidéo en entier. Au contraire, l'idée c'était de pouvoir s'endormir devant, juste en constatant le fait qu'on s'endort devant les images, la plupart de nous. Mon compagnon qui s'endort au bout de 10 minutes devant un film, comme moi qui m'endors en scrollant éternellement sur Instagram. Donc en fait, l'idée c'était de proposer d'autres types d'images pour pouvoir s'endormir et peut-être d'avoir des choses plus qualitatives avant de partir dans les domaines du rêve. Qualitatives, je m'entends. Et du coup, l'hypnose du jardin, c'est un travail que j'ai fait à partir de photos que j'ai fait dans le parc à côté de chez moi pendant le Covid. Voilà. Donc des photographies assez classiques de paysages que j'ai transformées ensuite avec le logiciel DALL-E 2, très important. Et voilà, c'est vraiment, on en reparlera plus tard, une co-création avec DALL-E. Je me suis demandé si elle avait déjà été montrée sur un grand écran, parce que finalement c'est une œuvre en ligne, souvent on les voit chez soi sur un ordinateur. Alors... Peut-être, alors là c'est un petit peu comme tout à l'heure, finalement on a deux registres assez, assez différents en termes d'images comme de projets. Je vais peut-être vous poser à l'un et à l'autre la question de l'émergence de la question de l'IA dans votre travail. Peut-être Lorraine, si tu veux bien commencer. C'est vrai que j'ai mis une image ici. Donc je l'ai dit très vite tout à l'heure, mais finalement c'est une question comme toi, en fait, c'est une question sur laquelle, vous thématisez cette question avant vraiment de l'utiliser dans votre travail de manière plus active, on va dire. Et dans ton cas, ça commence il y a plus d'une dizaine d'années quand tu commences à t'intéresser à la littérature autour de l'IA, de textes techniques, de science-fiction, et que tu vas en fait dans la Silicon Valley rencontrer des acteurs, actrices de l'histoire technique de l'IA pour les interviewer. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait en 2015-2016 qui s'appelait donc Artificial Fear Intelligence of Death et qui était simplement la question que je me posais à l'époque, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? On commençait à en reparler après un événement qui s'appelait l'hiver de 2014 où il y a eu une résurgence comme ça de l'IA. Et du coup, je me suis dit, puisque j'y connais rien du tout, je vais aller là où ça se passe, dans la Silicon Valley en Californie. Et j'ai décidé de contacter un peu des gens qui travaillaient dessus, qui étaient vraiment soit en train de faire le code, de travailler pour des entreprises comme Google ou d'autres types d'entreprises, ou des historiens carrément de l'intelligence artificielle. Et puis des gens aussi de la contre-culture, toute cette scène un peu californienne qui vient après la Beat Generation, qui ont beaucoup utilisé les ordinateurs. Et j'ai rencontré comme ça pas mal de gens. Et après, pour cette exposition et cette interview, en fait, j'ai décidé de sélectionner quatre interviews qui me paraissaient assez complémentaires. Sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment on peut le définir. La définition
qui m'avait beaucoup marqué à l'époque en faisant un peu des espèces d'enquêtes anthropologiques avec les peu d'outils que j'avais à l'époque. C'était surtout beaucoup lié à la fiction et il y avait très peu de prise du réel. Beaucoup de gens en parlaient. Les références principales, c'était Terminator. Et du coup, ce qui m'a beaucoup marqué avec ce projet, c'est la fictionnalité, en fait, et les projections que chacun et chacune fait sur ce domaine qui reste quand même assez obscur. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de mouvement, en fait, qu'on a en tant qu'être humain, de projection, de projeter nos imaginaires sur un champ de recherche et de connaissances qui est très concret, en fait. C'est des lignes de code, c'est des câbles, c'est de la mémoire vive, c'est des disques durs. Et puis, voilà, de voir en fait tout ce que l'humain, nous, on projeté sur ce champ épistémologique. Donc à ce moment-là, tu as rencontré, donc j'ai mis juste les premières pages des interviews pour qu'on voit les personnes que tu avais rencontrées, Dax Spicer, Monica Anderson, qui était une entrepreneuse vraiment. Je sais pas si elle est encore active. Elle est encore active, ouais. Très très active. Eric Davis, qui est plutôt un théoricien historien, culturel, on va dire de l'informatique, et puis R.U. Sirius, qui est un activiste, on pourrait dire. Activiste, éditeur d'un magazine qui s'appelait Mondo 2000. C'était un magazine de contre-culture aussi, un peu cyberpunk. Ouais. Et dans le livre, donc le livre était accompagné d'une série de collages, j'en ai vraiment mis quelques-uns, mais où finalement, en cherchant dans des archives, tu as aussi travaillé sur la représentation des mythologies. Enfin, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait aussi au départ, l'un comme l'autre, vous êtes aussi sur cette question des mythologies, une exploration de ces mythologies informatiques en général, et puis de l'IA plus spécifiquement. Puis petit à petit, voilà, votre travail va s'élaborer aussi un petit peu autrement. Alors du coup, peut-être je passe la parole à Fabien. Tu peux peut-être justement revenir rapidement sur... on en a un peu parlé tout à l'heure, mais justement sur cet enjeu de thématisation, je pense qu'on peut dire ça. L'IA. De l'IA, ouais. Au début, oui, on t'entend. Au début, c'est vraiment ça. C'est-à-dire la première série, c'est... Ouais. Kurzweil. Oui, mais en même temps, on l'a utilisé quand même, le dernier. C'est vrai. Par exemple. Mais tu as raison, c'est-à-dire que nous, c'est jamais aussi, comment dire, explicite notre utilisation des images génératives voilà, même si on a utilisé les GAN pour produire des sculptures dans la saison 3, etc. Mais c'est vrai que le déplacement, il y a deux choses que je voulais embrayer sur la question des mythes, puisque dans la première saison de The Ant-Man, c'était vraiment sur la question des mythes californiens, en fait, aussi, parce que là, pas uniquement, mais enfin la série, entre le premier et le dernier épisode, le premier commençait en 2045, parce que chaque épisode était une date dans cette histoire assez subjective de cette technologie particulière de prédiction qu'on appelle l'informatique. Ça a commencé en 2045 avec ce mythe bien connu californien qui est le mythe de la singularité de Ray Kurzweil. On ne sait pas trop ce qui devient d'ailleurs Ray Kurzweil là, en ce moment, on n'en a pas plus parlé. Et le film s'appelait La mort de Ray Kurzweil. Et la série finissait le 8e épisode en 1542 sur un autre mythe californien qui est le mythe du peuple premier Ohlone, en fait, qui habitait là où Zuckerberg a aujourd'hui ses bureaux, puisque j'ai su ça en allant là-bas, que les headquarters de Facebook sont construits sur des lieux du peuple Ohlone. Donc si on fait un carottage dans le bureau de Zuckerberg, on tombe sur les restes d'une civilisation qui était bien vivante, puisqu'à pas très longtemps, ils ont tous migré vers le sud de la Californie. Bref, donc il y avait des grands mythes, parce que là, c'est un mythe de fin du monde du peuple Ohlone et le mythe de fin du monde ou de l'avènement d'un nouveau monde en 2045. Voilà, mais peut-être juste pour répondre à ta question sur l'utilisation de l'IA et embrayer sur ce qu'on a vu et le Feral, en fait, moi, ce qui m'intéresse moins dans mon travail, c'est pas ce que l'IA peut faire, mais plutôt ce qu'elle nous fait à nous.
Il y a d'une rétroaction sur... Oui, vraiment, mais une question anthropologique, en fait, vraiment assez simple, mais moi je viens un peu de là, cette pensée-là anthropologique, c'est-à-dire de se dire... s'il y a un constat très simple, c'est que chaque instant de nos existences, là, on est scruté par des algorithmes d'analyse de nos comportements, de nos émotions, de tous nos tressailles, les tresseaux les plus intimes. C'est-à-dire notre intimité la plus profonde est devenue une matière d'apprentissage pour des machines apprenantes. Hein, donc ce qui fait de nous, collectivement, qu'on le veuille ou non, les coparents d'une intelligence inhumaine. Elle n'a pas forcément besoin d'être humaine, cette intelligence, mais il s'avère qu'elle apprend de nous beaucoup, à tout moment, à chaque fois qu'on utilise nos téléphones, etc. Donc je me suis beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire d'être coparent de cet enfant inhumain en formation. Et donc le film qu'on a vu là, c'est dommage de voir juste un petit bout, mais c'est cette situation où deux personnes sont enfermées dans un espace et entraînent une machine. Alors, elle n'est jamais bien nommée, puis c'est une fiction. Alors que le Feral, c'est vraiment, on le fait en vrai. Il va falloir que tu nous expliques le Feral après. Bien sûr, c'est le but. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est cette transition-là, c'est moins l'utilisation de l'IA que la manière rétroactive de ce que ça nous fait à nous d'être les parents de cet enfant. Un enfant qui est multiple et dont on ne sait même pas le devenir, on ne sait même pas quelle forme il prendra. Et surtout, comme on sait, quand on est parent, on est transformé par l'acte d'être parent. On n'est pas juste, c'est pas unidirectionnel. Ça nous transforme. Et c'est cette transformation-là qui m'intéresse, en tout cas que je scrute partout dans notre société ou que j'essaye aussi de mettre en place dans mon travail. D'ailleurs, dans les films, tu dis coparents et en fait, j'ai pensé que ça allait dire cobaye au départ. Et c'est intéressant parce que, non, mais justement, voilà, on n'est pas du tout dans ce registre de. Là, on est un peu les cobayes de nos enfants, d'une certaine manière. On est les cobayes et les coparents de nos enfants. Mais en tout cas, il y a cette idée sur laquelle on était déjà parti tout à l'heure, qui est quand même plutôt de réfléchir à des formes de coproduction, de collaboration, que de simplement cette situation de passivité qui serait que voilà, on est les victimes de cette technologie, mais voilà, on la produit et elle nous produit. Oui, mais parce que dans collaboration, on a l'impression qu'il y a deux personnes constituées qui disent tiens, on va faire un contrat, on va collaborer parce que toi tu sais faire ça, moi je sais faire ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, là, peut-être ça rejoint ce que Grégory disait tout à l'heure aussi, la question de l'aliénation, c'est-à-dire que moi je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qu'est l'humain. L'humain, c'est quelque chose qui est toujours comment dire, qui se nie tout le temps, qui est toujours dans un devenir autre que lui-même. Il n'y a pas d'essence de l'humain. Et cette comment dire, ce déplacement, cette transformation de l'humain par lui-même passe par des vecteurs techniques, que ce soit le feu, le langage ou les IA. Et reste à savoir si la transition qui est en train ce qui est en train de nous advenir, est-ce qu'elle est moi je crois que c'est aussi important que l'invention du feu d'une certaine manière dans la transformation de ce que ça va nous faire à nous en tant que cet humain qui n'a pas d'identité, qui est toujours en transformation. Alors peut-être ce qui aussi relie, si on parle de coparentalité des machines, on parle d'abord d'un mode de relation aux outils techniques, on va dire, mais ce qui s'ajoute peut-être à la réflexion dans vos travaux respectifs, c'est qu'aussi finalement ce qui est l'objet d'une production, d'une coproduction, c'est aussi le monde vivant, c'est-à-dire que la rétroaction, elle n'intervient pas que sur le monde humain, mais aussi maintenant sur le monde vivant en général. Alors ça peut-être... il faudrait que tu nous dises quelques mots du Feral, mais je vais peut-être passer d'abord la parole à Lorraine sur cette question, parce que je pense que moi, c'est vraiment ça qui me tient là dans cette discussion, c'est vraiment l'émergence aussi de cette question de... Et vous n'êtes évidemment pas les seuls à vous poser cette question aujourd'hui de... finalement, ces modes d'existence, ces modes d'intelligence qui coexistent en fait et qui cohabitent, on pourrait dire, peut-être cohabitent le monde vivant, le monde humain et le monde... artificielle des machines ou des outils en général, quoi, le monde technique en gros. Alors comment cette question
du vivant, elle survient, ou elle se connecte, ou elle converge vers avec des questions qui te tenaient déjà auparavant, Lorraine? Bah, alors, c'est drôle qu'on parle du monde des vivants parce que j'ai envie de rajouter et des morts. Et des morts, ouais. Parce que, en fait, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, l'hypnose du jardin, en fait, elle s'est co-construite avec Dali, mais aussi dans une période de ma vie où j'ai perdu quelqu'un d'important. Et en fait, toute la vidéo est une sorte de processus comme ça de transformation. Et en fait, cette vidéo m'a permis aussi de guérir de ce décès et de commencer un processus de deuil que je trouve quand même assez incroyable. Et ça, je ne l'ai pas perçu tout de suite. Je le perçois à chaque fois que je revois ces images et je me dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai créé ces images avec Dali. Et du coup, d'avoir un peu une réflexion, pour le coup, complètement non matérialiste, mais partir sur des questions beaucoup plus spirituelles de métamorphose, de transformation, de récupération de nos corps, récupération de données. Enfin, il y avait un peu tout ça qui se mélangeait. Donc voilà, monde des vivants, mais aussi monde des morts. Et ça, en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est... En fait, ce logiciel de génération d'images avec mes prompts m'a permis en fait de commencer un processus de deuil. Voilà. Bah, j'allais te demander justement comment cette idée de génération d'images, elle se connectait à tes recherches par ailleurs sur le pouvoir émotionnel des images, mais en fait, tu viens de répondre. Je n'ai plus de questions, zut. Peut-être, alors juste une question avant de passer la parole à Fabien, c'est t'insistes beaucoup sur DALL-E 2. Je sais que là, pour le coup, j'ai posé la question tout à l'heure du rapport à la visualité, à des images qui ont finalement une esthétique qui a une durée de vie assez limitée à mesure que finalement les applications évoluent, se transforment très rapidement. Pourquoi DALL-E 2 particulièrement maintenant, tu utilises aussi, tu continues d'utiliser quand même des formes génératives, mais tu m'as déjà dit que alors d'images génératives, j'utilise plus du tout. Pour Alpen Delirium. Alpen Delirium, c'était encore DALL-E 2. Ah, ok. On a eu les derniers. DALL-E 2, ça s'est arrêté en février. Ah oui, ça vient de s'arrêter. Ouais. Et après, on peut encore installer tout ça sur son ordi. Mais moi, j'ai pas la patience de faire tout ça. Je suis aussi un peu paresseuse là-dessus. Je préfère utiliser des choses en ligne qui sont hyper faciles d'accès. Je suis pas là à faire. Du coup, pour répondre à ta question, c'était un peu une période assez super qui s'appelait les algo horreurs parce que en fait, il y avait une sorte d'ouverture de fenêtre de création et d'images, enfin de création de visuels qui était quand même assez enthousiasmante. Il y avait une question de l'horreur, du bizarre, de l'étrange, des mains où ça s'est transformé en pied, enfin toute cette histoire-là qui a commencé avec Deep Dream, l'image que tu as montrée en premier aujourd'hui, où d'un coup on s'est dit en fait les machines ça peut être super délire. Enfin, il y a un truc enfin c'est plus pour la productivité. Productivité ou pour des militaires ou extraction capitaliste. Enfin, il y avait vraiment une sorte d'ouverture comme ça que je trouvais assez belle. Où d'un coup, il y avait l'horreur de ces algorithmes qui nous parvenaient enfin. Quelque chose comme ça. Mais oui, je suis nostalgique de DALL-E. Maintenant, c'est l'ère de l'hyper-réalisme. C'est terminé parce que DALL-E 2 est achevé, tu veux dire? Ils ont arrêté de mettre DALL-E 2, en tout cas pour le grand public, mais tu peux encore installer ça sur ton ordi. Il y a tout sur GitHub, tu peux tout. Et l'horreur, je pense que l'horreur, au-delà de la question des images, moi je la mettrais ailleurs. L'horreur, c'est plutôt potentiellement la réification de nos intimités les plus profondes, ou l'horreur, ou l'opportunité. Parce que peut-être c'est en train de nous... Je crois qu'il y a une chose aussi qui est en train de nous arriver qui est assez étonnant. C'est-à-dire, on vit une époque bizarre où il y a la tension entre une extrême, mise en
en lumière ou en puissance de nos intimités, de nos espaces privés, du droit à notre propriété privée, etc. Et en même temps, on n'a jamais autant abandonné entièrement nos intimités à une réification, à une extraction, un extractivisme que tu as mentionné. C'est ça la tension hyper étrange, quoi, tu vois, et la tension politique est un peu insoluble, je pense, entre cette histoire d'être quelqu'un et en même temps d'être juste quelque chose. À partir du moment où on est livré aux algorithmes. Ça me paraît être un vrai scénario de film d'horreur. Moi, le scénario film d'horreur, c'est plutôt le fait que dans cet océan d'images auxquelles on est confronté chaque jour, dans des images réelles, non réelles, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Pour moi, le réel maintenant n'existe plus. C'est-à-dire que si on voit une image de Katy Perry dans l'espace, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, vrai. Et ça c'est un phénomène que je ne sais même pas comment je pourrais qualifier. Je n'ai pas encore les mots pour ça. Peut-être ça existe déjà. Il y a des chercheurs qui sont là-dessus. On n'est plus dans l'hyper-réalité, on n'est plus dans la surréalité. On est vraiment, je trouve, dans une étape un petit peu d'absorption. On est les images, on devient les images. On n'arrive même plus à comprendre et à les analyser. En fait, il nous faut presque des années pour comprendre ce type d'image. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et voilà, moi, je suis plutôt partie un peu là-dessus, sur cette histoire de l'affect des images dont tu parlais, Gilles. En tout cas, la vidéo de l'hypnose du jardin, c'était vraiment le cœur du projet, c'était de partir d'images du réel et de les co-construire avec cet algorithme, ce DALL-E, et d'en produire un réel halluciné ou quelque chose d'autre, une réalité qu'on pourrait accéder en rêve ou avec la machine. Tu parles d'horreur, mais il y a quand même vraiment toute cette idée de guérison dans ton travail, qui est aussi importante. L'idée qu'on peut, en fait, que les images ont un pouvoir, qu'elles ont un pouvoir émotionnel, du coup, qui peut être horrifique ou positif, mais il y a quand même cette option-là qui est ouverte, non? Oui, complètement. Après, par exemple, pour le projet que j'ai fait à Manille, au Centre culturel suisse, l'idée c'était... Praying for my haters. Oui, Praying for my haters. C'était vraiment l'idée d'aller rencontrer des gens à l'opposé du spectre de la visualisation des images, c'est-à-dire des gens qui regardent des images horribles à longueur de journée, et de comprendre en fait l'impact psychologique, émotionnel, physique d'être soumis à autant d'images pénibles, traumatisantes, affreuses dans un rythme quotidien. Et ça, voilà, ça a donné toute cette recherche-là sur l'hétéromation, qui est un terme maintenant qu'on utilise pour dire les personnes qui sont cachées derrière les machines, qui font le travail des algorithmes, et qui était une recherche passionnante, mais aussi un peu difficile. Et c'est pour ça que j'ai rebasculé aussi après sur la question des images guérissantes, ou voilà, une partie un peu sur des choses moins matérialistes. Est-ce que tu peux nous parler du Feral, qui est une expérience en temps réel qui n'a pas commencé. Qui n'a pas commencé. Qui va commencer. J'ai mis une image du site, mais voilà. Qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis ça. Voilà. Ah ouais. C'est pas, oui, mais voilà. C'est pas grave parce que de toute façon il n'y a pas d'image encore. C'est ça, c'est une fausse. Il y a un lieu, donc il y a un lieu qui est 15 hectares en Limousin, sur le plateau de Millevaches, à l'entrée du plateau, dont on a fait l'acquisition. Et quand je dis on, c'est parce que moi j'ai initié ce projet. C'était un peu un rêve comme ça, issu de ma pratique avec Raphaël, mais je suis entouré et je collabore avec beaucoup de gens précieux, dont Monsieur Grégory Chatonsky, que vous avez entendu tout à l'heure, et aussi Anne Stein,
Nathalie Viau, Ida Soulard, Jules Rimbaud, enfin je dois les citer parce que c'est très c'est un projet toute collectif. Une équipe, c'est un projet collectif. Donc il y a beaucoup de gens et c'est un projet qui a 3 dimensions, on va dire. Il y a une dimension d'une œuvre dont je vais parler, une œuvre collective, et je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais il y a aussi la dimension de la création d'un studio, notre studio de production à l'ère des intelligences, mais aussi et surtout, dont Grégory fait partie aussi, d'un institut, c'est-à-dire une école qu'on appelle un peu pompeusement un institut, ça paraît bien. Ça fait ou coiffeur ou voilà. C'est une école qui va commencer cette année. Je sais que dans la salle, il y a certaines personnes qui font déjà partie de la chose et qui va s'officialiser l'année prochaine, où on accueillera des étudiants, une vingtaine par an, vraiment sur un cycle de formation de l'autorat à l'ère des intelligences artificielles. Voilà. À la croisée aussi des questions écologiques, puisqu'on est dans une forêt. C'est une colline, donc c'est une colline avec des prairies, une forêt, des monocultures, quoi. C'est de la monoculture. C'est pas de la monoculture, le Limousin? Non. Non, mais je veux dire, le contexte. Il y en a, mais pas là. D'accord. Non, il y en a. Après, toutes les forêts ont été retravaillées par les humains depuis longtemps, mais on n'est pas dans une... Si tu penses aux forêts de sapins... Oui, non, je pensais qu'en fait vous étiez à l'endroit, parce que je ne suis pas allée encore, mais je pensais que vous étiez dans cet endroit précisément sur qui le plateau, était... ouais. Non. Mais ça, on pourrait faire une séance entière sur les questions forestières qui me passionnent, mais... Oui, mais parce qu'en fait, ça fait partie du projet aussi, cette idée de... Oui, mais en fait, alors, juste pour revenir au projet, donc j'ai parlé de ces 3 dimensions, mais l'œuvre, l'idée d'origine, c'est, disons, en fait, c'est toujours un peu bizarre de parler négativement, mais c'est presque une forme de... Ce qui a motivé le projet, c'est une réaction à 3 choses, disons. D'abord, la temporalité, c'est-à-dire la temporalité aujourd'hui de la production de l'art. On le connaît, on sait qu'il y a une espèce de temporalité... c'est même plus les saisons de la mode, c'est un truc comme ça, les biennales, les foires, les machins. En fait, et ce qui transforme entièrement la pratique, la pratique des artistes et même la subjectivation de ce que veut dire être un artiste ou ce qu'est l'art en fait. Donc là, ça m'intéressait de créer un projet ou d'initier un projet qui soit sur un temps long, mais carrément démesurément long, quelque chose. 1000 ans, quoi. 1000 ans. 1000 ans, ça me paraissait pas mal. Ça a été repris de manière funeste dans l'histoire, mais il y a plus récemment, justement, par rapport à des questions forestières, Francis Allais, qui s'exprime beaucoup, avait placé ça comme un horizon, c'est-à-dire pour que la trace de l'humain disparaisse d'un domaine forestier. Alors, ce qui est intéressant dans n'importe quel milieu, dans nos climats tempérés, si on le laisse tel qu'il est, devient une forêt. Ça, c'est quand même intéressant. Même ici, cet auditorium. À terme, il deviendra une forêt. Ce n'est pas le cas de tout endroit sur la planète. Il y en a, ça deviendrait un désert. Mais voilà, donc en fait, sur 1000 ans, on peut imaginer que cet auditorium est une forêt. Donc que toute chose devienne forêt en 1000 ans, ça me paraissait être un bon horizon. Et aussi, pour la même raison, ce temps, c'était aussi pour la raison dont on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous paraît insensé, en fait. La plupart des gens rient quand on dit ça, ou alors sont pris d'une espèce de vertige, d'angoisse, qu'on sent palpable quand on parle de cet horizon. À 1000 ans 1000 ans, ah. Ouais, aujourd'hui. Mais je pense que dans le passé, c'était des siècles auparavant, on n'avait pas une réaction telle face à... C'était tout à fait concevable, je pense. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas, évidemment, du fait de la contingence pure dans laquelle on s'est même pris, qui est même la question planétaire. Donc voilà, alors que 1000 ans, c'est quand même pas grand-chose, quand on y pense, à l'échelle géologique. Bref, c'est vraiment très peu à l'échelle. Oui. C'est rien. Donc il y avait cette question du temps, il y avait la question du collectif, puisque une œuvre qui dure sur le temps long, elle implique des générations, elle implique des vivants et des morts, justement. Très vite, il y aura plus de morts que de vivants dans cette affaire. Comme nous tous, d'ailleurs, quoi, je veux dire, comme la Terre elle-même. Donc c'est une œuvre qui
dont il y a un travail de passation, en fait, de génération. Alors, on essaye de le mettre en place. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. C'est aussi la question d'une... C'est aussi une fiction qui nous paraît nécessaire. Est-ce qu'on va le faire vraiment jusqu'à 1000 ans? On essaye d'être très sérieux sur ces questions-là. Mais en même temps, elle nous paraît nécessaire dans notre époque. Et puis la dernière chose, c'est à l'échelle d'un paysage, justement pour casser ce qui est devenu la domesticité de l'art dans sa forme moderne. Et on la connaît, cette domesticité, qui est maintenant, alors c'est moins le White Cube que le booth de foire, en fait, les trois trucs mis comme ça. Ça c'est la domesticité de l'art qui me paraît assez néfaste, quoi. Voilà. Donc il fallait que le projet coupe ces trois dimensions et le Feral est né de ça d'une certaine manière. Après, je peux décrire ce qui se passe. C'est vraiment la fabrique du film. C'est intéressant parce qu'on a vu le protocole tout à l'heure. Tu parlais du protocole de. Ouais. Et donc en fait, par rapport à l'IA, en fait, ce lieu, cette forêt, cette colline, devient le lieu d'une leçon de choses pour une IA. Une leçon collective, puisque chaque année, des artistes sont invités à produire ce qu'on appelle une époque. Une époque, c'est un cycle de simulation d'entraînement pour une machine. Hein. Époque, c'est EPOCH et non pas époque au sens historique. C'est dans le langage informatique. Et donc, chaque année, des artistes sont invités à produire des œuvres ou des choses ou des mondes pour une machine apprenante qui regarde. Donc il y a des capteurs qui peuvent être de tout ordre, mais qui sont pour l'instant des caméras et des micros, qui regardent ce qui est sur le lieu. Ces choses, la machine ne les connaît pas, a priori. La machine, elle va commencer, donc là ça rejoint vraiment la discussion antérieure avec Grégory sur la question de la production de datasets. C'est-à-dire là, c'est pas d'utiliser un dataset en ligne. C'est de le produire. Et de le produire. Et ça, pour moi, je crois que on se rejoint. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui, mais l'enjeu artistique, c'est la production des datasets. Leur utilisation, très vite, on voit qu'on plafonne, puisque de toute façon, elles sont tellement limitées. Donc, on peut avoir une approche critique nécessaire de ces modèles existants en ligne, etc. Mais bon, on va vite se lasser de critiquer le truc, en fait. Il faut s'en saisir. Et pour ça, c'est créer des datasets. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas créer de toutes pièces, réinventer les choses. Donc, Grégory l'a mentionné tout à l'heure, c'est une opération de dépeuplement et de peuplement. Une IA, elle a des tonnes d'entités dont on se fout, en fait, quand on est dans une forêt. On n'a pas besoin de feux rouges, il n'y a pas besoin de tout ça, de pizza, c'est pas nécessaire. Et donc, Laurent n'est pas d'accord. Les pizzas. Non, mais ça peut être utile, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il faut dépeupler pour la peupler d'un autre monde. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, quand je dis que c'était un peu l'esquisse du Feral, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le problème des IA aujourd'hui, c'est qu'elles apprennent que sur notre présent. Justement, ça, les pizzas et les feux rouges. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Elles auraient pu ouvrir un œil il y a 2500 ans, à l'époque lydienne. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est une langue morte depuis 2300 ans, la langue lydienne. Les inventeurs de la monnaie, par ailleurs. Et voilà, ce qui m'intéressait là, c'était évidemment, est-ce qu'on peut apprendre à des machines ces langues mortes qui correspondent à des morts, justement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, pour donner un exemple, la première époque sur laquelle je travaille, puisque j'ouvre le projet, donc l'époque EPOCH. Ce sera une époque médiévale. Ça se passe en l'an 1000, en l'an 1025, donc il y a 1000 ans. Mais sur cette colline, donc j'ai fait des recherches et tout ça. Potentiellement, c'est mes ancêtres, puisque moi, je viens de là. Évidemment, il n'y a aucune trace de ces gens, puisqu'ils n'avaient même pas de nom de famille, à peine des prénoms. Et donc, l'IA va ouvrir son œil pour la première fois en 1025, quoi. Donc, il parle l'occitan médiéval, c'est quand même très... Voilà, il n'y a pas de LLM d'occitan médiéval, c'est tout un sujet sur lequel on travaille. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pluralisation des IA. La pluralisation
d'inviter des artistes qui viennent de loin, qui viennent d'autres ontologies, d'autres manières de dire ce qui existe et ce qui n'existe pas. Parce que les IA, elles ne font que ça. Elles font que dire ce qui existe et ce qui n'existe pas. Quand on lui montre une image, il y a des choses qui existent, des choses qui n'existent pas, qu'elle ne reconnaît pas. Et ça, c'est une question ontologique. Donc, pluraliser les IA, ça me paraît crucial, et c'est ce que fait le Feral. Oui. Ce qu'essaye de faire dans le futur, le Feral. Quand tu dis pluraliser, du coup, enfin, peut-être pour être... Pardon, je mets un peu mes gros sabots, mais... Cet exercice d'apprentissage va consister en fait en un ensemble de personnes qui vont en fait jouer, performer pour l'IA pendant un temps donné. Tu veux pas dévoiler les... Non, c'est pas ça, c'est que je veux pas prendre trop de temps. Parce que non, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Et après, promis, je passe la parole à Lorraine. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Et parmi ces éléments, en fait, il y a ce qu'on appelle les figures. Les figures sont des gens, des personnes humaines, donc personnes humaines, qui participent au projet, qui participent à l'expérience. En fait, ils vont vivre sur place 4 fois par an, au solstice et aux équinoxes. Ils reviennent et ils font selon les directives, selon les instructions d'un artiste donné. Là, c'est moi, cette année, c'est Pierre Huyghe, l'année prochaine, et d'autres viendront ensuite, évidemment. Et la question, c'est justement, ces figures, elles sont le support d'apprentissage pour l'IA. Parce qu'une IA, il faut lui dire, ça s'appelle comme ça. Et il faut lui montrer les choses, il faut manipuler les choses pour elle. Mais ces figures, elles reviennent tout au long de leur vie. Par exemple, il y a mon fils dedans alors, peut-être qu'à un bout d'un moment, il en aura marre. Mais pour l'instant... Mais c'est l'idée du temps long dont tu parlais tout à l'heure. Alors, ils reviennent, oui, parce que ça me paraît fondamental qu'une IA, elle n'apprenne pas juste un état de quelqu'un, mais quelqu'un... On est quelqu'un, non pas à tel moment, on est quelqu'un de la naissance à la mort qui peut à tout moment advenir et qui n'est pas advenu avant. C'est vrai, il faut quand même le savoir. C'est ça, quelqu'un, c'est ça, une vie. Mais et pour Ignace, ça me paraît assez fondamental d'apprendre cette grande forme-là. Et leurs descendants, parce que ça va durer 1000 ans, donc il faut que... Donc voilà, il y a des figures qui portent le projet, ces figures humaines. Et j'ai assez parlé. Merci Fabien. Lorraine, sur la question de la constitution des datasets, je pense que tu pourrais aussi peut-être... parce que tu fais aussi ce travail finalement de collecte. Tu disais tout à l'heure que tu travailles avec des outils en ligne, mais pour certains projets, tu les nourris quand même d'un ensemble d'images que tu as toi-même constitué. Enfin, je veux dire, c'est pas... Par exemple, je pense pour Alpen Delirium, qui est... Peut-être on peut regarder... qui est ce panorama, qui est en fait une image, mais qui a un collage que tu as fait récemment pour un projet qu'on a toutes les deux. Tu as nourri, en fait, tu as constitué une base quand même de données visuelles. T'as pas juste activé ChatGPT en disant fais-moi quelques images de plantes alpines qui pourraient ou ne pas exister. Il y a vraiment ce travail justement de collecte de... Oui, ce serait nul, ça c'est sûr. Ce serait vraiment moche. Alors, dataset, j'ai jamais. T'as jamais travaillé vraiment directement. J'ai jamais. C'est des mini datasets. Techniquement, c'est vraiment. Je considère ça comme une bonne vieille technique, la technique du collage. Donc là, c'est des images numérisées parce que j'ai une collection de. Enfin, je chine énormément de livres. Des années 50 aux années 90, qui a vraiment une matérialité de l'image que j'adore. Et du coup, là, c'est vraiment... Il y a 3 sources d'images différentes dans cette image. Il y a des images scannées d'un livre des Alpes, de fleurs des Alpes des années 60, des images en ligne et des images générées. Alors là, j'ai travaillé avec DALL-E et j'ai travaillé aussi avec Adobe Firefly. Donc oui, il a 4 sources pour créer cette espèce de prairie hallucinée qui est une série que j'aimerais beaucoup continuer. D'ailleurs, on va peut-être continuer dans le projet qu'on va faire ensemble. Ouais. Mais des datasets, vraiment faire un dataset, j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai jamais fait. D'accord. C'est vraiment du collage. Non, mais peut-être c'est un problème de compréhension de la méthode de production, mais j'ai quand même l'impression, même dans le projet que tu fais en ce moment de Kunstamba,
il y a quand même ce travail de collecter un ensemble d'images. Donc là, tu vas pas nourrir une IA avec, mais je voudrais quand même ce travail de... Oui, c'est vrai, tu as raison. Enfin, finalement, un dataset, je sais pas, peut-être je dis vraiment des choses totalement fausses d'un point de vue technique, mais c'est aussi une version contemporaine d'un travail de constitution de corpus qu'on va ensuite... Enfin non, peut-être je dis n'importe quoi, mais cette idée d'un dataset, c'est comme un corpus. C'est une base de données. Oui, voilà. C'est une base de données. Et puis c'est vrai que pour le projet que je fais pour l'école, oui, je fais une base de données qui est en ligne d'ailleurs, d'images qui sont censées être des explications du monde dans des ouvrages scientifiques des années... j'ai pris aussi un peu beaucoup plus... Des choses du 19e. Ouais, même Moyen-Âge. Mais oui, ça, c'est vraiment une base de données que j'ai en ligne. Mais si tu veux, après cette base de données... Je la donne pas en pâture à un algorithme qui va en produire quelque chose. Ça, techniquement, je ne sais pas faire. D'accord. Bon, peut-être j'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Cette idée de la rétroaction, elle m'intéresse et je me demandais, dans un cas comme dans l'autre, mais peut-être c'est pour le moment plus actif dans le projet Feral, même s'il n'a pas encore commencé. Quelle est la rétroaction sur le vivant ? C'est-à-dire, moi, ça m'intéresse quand même cette question. Attends, on m'entend. Tu veux pas, en fait. Non, mais personne ne veut répondre à cette question. Non, mais sur parce le vivant. qu'en fait, j'ai très peur, parce que je sais pas ce que ça veut dire le vivant. En fait. Tout le monde l'emploie, mais je t'avoue, c'est pas une. Sur le monde, on va dire le monde végétal, par exemple. Végétal. Voilà. Le monde végétal. Le minéral n'appartient pas au vivant, par exemple. Non. Pour moi. Et non, mais je me suis retrouvé dans des débats où il était question, où il en a été débat. Bon. Ça a été mis à... C'est une autre question. C'est pour ça que du coup, je préfère, si tu me dis le monde végétal... Le monde végétal, parlons du monde végétal. Ouais. C'est trop vaste. Comment ce monde végétal va-t-il évoluer dans 1000 ans ? Alors ça... Sous les effets... Alors, ça, je peux pas répondre à ça parce que je suis pas devin. Mais non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on développe... Alors, parce que le projet est multi-échelle, il y a plein de choses, etc. Mais il y a une dimension écologique aussi, évidemment, dans ce projet, et notamment dans l'Institut, l'école. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question, on parle beaucoup de biodiversité, évidemment, c'est crucial, mais c'est la question de la chronodiversité dans les milieux naturels, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure de monoculture, que ce soit un champ de maïs ou une forêt, c'est une horloge écologique parfaitement synchronisée. On fait une coupe rase, on remet tout à zéro, on fait la plantation de sapins, etc. On met tout à zéro. Dans un milieu ouvert, et ouvert aussi à la contingence des perturbations, de type incendie, tempête, etc. Il y a différentes temporalités. Temporalité, ça veut dire que des successions écologiques, c'est tu pars d'un champ de lave, et puis des lichens s'installent, et puis des graines, et puis etc. Et tu vas avoir, dans un milieu riche, ce qu'on appelle une forêt, par exemple les forêts primaires, c'est que tu as des temporalités très variées. Et je dis ça parce que là, par exemple, sur l'an 1025 qu'on est en train de faire, là, je suis en train de travailler sur la recomposition des landes. Alors, parce que maintenant, c'est des prairies bien grasses, parce qu'il y a eu de l'apport animal, de vaches, et tout ça, ce qui n'existait pas. À l'époque, il n'y avait pas de vaches, par exemple. Donc, à l'époque, c'était de la roche avec des bruyères sèches, comme ça, et des moutons errants. Et alors, étrangement, là, j'y étais encore jusqu'à ce matin. On fait un travail de régression, c'est-à-dire quoi, de régression d'un point de vue, de notre point de vue, mais de retour ponctuellement à une lande minérale dans certains endroits du lieu. Voilà, donc il y a l'idée de faire, de juxtaposer différentes temporalités, mais littéralement, c'est-à-dire quand on veut montrer à l'IA ce qu'était le monde de l'an 1025, on le crée, on ne fait pas une image, machin, on le produit. C'est ça qui est important, c'est une leçon de choses en vrai, c'est-à-dire que c'est la terraformation au sens... c'est-à-dire qu'on produit, voilà, si on veut montrer... C'est la micro-terraformation. pas si... Non, mais si c'est des moments, des endroits de bruyère, enfin si tout doit coexister. Ouais. Oui, alors, pour l'instant, c'est 15 hectares. Peut-être qu'on peut racheter toute la moitié de la France pour que ce soit une expérience un peu... Une vraie bonne expérience ambitieuse, quoi. voilà. Ouais.
Je crois que je n'ai plus de questions. Mais peut-être un dernier mot à toi. Bah oui, mais oui, non, mais j'insiste, hein, le vivant. Mais peut-être que. Tu as déjà répondu un temps sur bah oui. en ramenant le mort. C'est ça, c'est que en fait, ça m'a coupé le. À dire oui que j'ai beaucoup aimé ta réponse parce que en fait, il y a aussi quelque chose qu'on est en train de produire avec les intelligences artificielles qui est quand même la possibilité de faire revenir les morts en fait potentiellement. Hein. Une vieille affaire. C'est-à-dire, si on considère que des êtres puissent être synthétisés sous forme de nuages statistiques, et à la recherche d'un corps, qui va d'un support d'émulation. C'est une fiction, évidemment, de la science-fiction assez commune, mais on peut imaginer comment ça peut innerver les technologies actuelles et que ça pourrait devenir... Dans ce cas-là, on aura un monde peuplé de morts qui reviendraient, dont nos corps pourraient devenir les supports d'émulation. Ça me paraît très intéressant comme possibilité. Donc c'est pas juste le vivant, c'est le vivant, mais aussi tous ceux qui ont été ou auraient pu être. Ça me paraît pas mal aussi. T'imagines, il y a toutes les vies qui n'ont pas été aussi. Il y a trop de possibles pour mon petit cerveau. Non, mais c'est fondamental. Qui est l'idée du paradis chrétien, non ? Tout le monde qui revient. Tout le monde qui revient, mais pas ceux qui auraient pu être. Il y en a qui sont partis ailleurs. Non. C'est pour ça, ils sont pas... Oui, il y a une forme, bien sûr. Ouais. Qui serait paradoxalement apparemment un paradis de trentenaire, parce qu'on reviendrait sous notre forme... de 30 ans de 33, oui. Enfin, ça fait... Oui. Ouais. Mais par rapport à la question du vivant, ça me paraît... presque une question de croyance, vu que c'est une question vaste et complexe et enfin, je veux dire, pour moi, les minéraux, c'est vivant. La plupart des roches ont été constituées de matière organique, désormais morte, mais c'était une matière vivante et qui continue en fait d'évoluer. Donc à partir du moment où il y a, je sais comment expliquer, je vois qu'à partir du moment où il y a du mouvement, que les choses continuent à évoluer, une roche volcanique qui continue à évoluer ou cet auditorium qui deviendra une forêt, pour moi ça fait partie du vivant et des morts. Et du coup, tu fais une superposition entre le devenir des choses, le fait que la carafe tombe et se casse, et le vivant. Alors, je ne sais pas si je vais aussi loin. Et pour moi, il y a du devenir de l'inerte et il y a du devenir du vivant. Qui, par ailleurs, les lois du devenir du vivant ne sont pas forcément les mêmes que le devenir de l'inerte, c'est-à-dire de l'érosion de la roche. Oui. Je suis pas sûre qu'on va en résoudre ce problème de la définition du vivant ce soir, mais peut-être... Cette table, c'était de la matière vivante. Enfin, mais le fait que le fait que ça l'ait été, ça ne veut pas dire que ça bouge encore. Le bois. Mais je pense que le vent bouge, mais c'est pas vivant. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que je vais passer la parole au public s'il y a une question. Je vous remercie tous les deux Merci. De toutes vos... Mais en fait, j'ai vraiment, je vous dis, j'ai compris. Enfin, j'avais pas vraiment. En fait, c'est vrai que je parle beaucoup du vivant, mais comme tout le monde, en fait, et j'ai jamais pensé à ça sous l'angle des morts. Et je pense que ça va transformer ma manière d'envisager ces choses. Donc, je vous remercie tous les deux pour ça. Et peut-être pour terminer, si quelqu'un a une question. Oui. Ouais, c'était par rapport au projet Le Feral. Du coup, en fait, tu as parlé du coup de la constitution de dataset et que c'était ça vraiment, j'ai l'impression, l'enjeu, quoi, et de s'approprier, en tout cas de faire ses propres datasets. Et du coup, si j'ai bien compris, finalement, l'utilisation de ces datasets est totalement secondaire. Alors non, parce que j'ai pas... Non, ça ne l'est pas, pas du tout, mais c'est vrai que là, quand je présente le projet de manière succincte, je présente vraiment plus l'aspect machine learning, c'est-à-dire vraiment l'apprentissage par les machines. Évidemment, il y a la question de qu'est-ce que ces machines, une fois qu'elles ont appris un certain type de monde,
Alors quand je parle de dataset ou de monde, ça peut être un monde très réduit, hein. Ça peut être un monde qui a très peu d'entités. Moi, comme un monde extrêmement fourni et avec une multiplicité d'entités. Je m'intéresse beaucoup comme beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui, évidemment à des gens comme Von Uxküll ou qu'on parlait d'Umwelt et de la théorie des mondes, etc. Donc il y a des mondes très fins, très petits, et donc ça peut être aussi ça. Mais la question de comment est-ce qu'utiliser ces mondes, moi ce qui m'intéresse c'est justement, alors ça vient à la conversation juste avant, c'est que une fois qu'un monde est appris, il peut revenir. Il peut revenir dans d'autres corps, venir, par exemple, les gens là que l'IA qui va parler un certain type de langage d'il y a longtemps, etc. Après que je l'ai entraînée, alors elle va tomber en sommeil, il y aura d'autres entraînements, mais à tout moment, en fait, elle peut revenir. Elle peut revenir, alors selon des modalités que je ne vais pas essayer d'expliquer là, ce serait expliquer toutes les règles du jeu. C'est quand même un jeu c'est un peu comme le jeu de Go qu'on essaye d'inventer. C'est un peu complexe le jeu, mais justement on essaye d'en établir les règles là, les règles définitives actuellement. Mais oui, ces mondes appris peuvent revenir. Donc ça revient toujours, là il y a un truc un peu d'anthologie au sens d'être hanté par qui traverse notre conversation alors que c'était pas prévu. Mais en fait, ouais, curieusement, ça me fait penser à quelque chose d'autre, mais qui a à peu près rien à voir, qui était... Enfin, justement, est-ce que c'est un rapport ou pas, quoi? Savoir si on les utilise et puis comment est-ce qu'ils reviennent, et est-ce qu'il faut qu'ils reviennent, ou est-ce qu'il y a un peu la méthode comme finalité, parce que j'ai l'impression que, potentiellement il y a ça. Ouais. Et ça me fait penser à ce... Enfin, je sais qu'il y a André Labarthe qui avait un projet qu'il a fait, il filmait tous les ans un angle de rue à Paris avec une bobine 16 mm et qu'il a jamais... développé, tu vois? Ouais, jamais développé, quoi. Oui. Et je sais qu'il y avait un étudiant du Fresnoy il y a longtemps qui avait fait un film sur lui et puis l'historien du cinéma et qui a fait ce projet. Il y en a un des deux qui voulait qui voulait développer le film et André Labarthe lui voulait pas, quoi. Ah, oui. Et je trouvais ça assez intéressant. Je me suis demandé, tiens, alors finalement c'est notre histoire parce que celle du cinéma on est à l'ère de la mécanisation, quoi. Enfin, j'ai l'impression que voilà, on n'est pas dans le génératif, mais finalement, ça pose un peu cette question, c'est-à-dire aussi le point d'orgue, quoi. Alors, après, je peux pas tout dire, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, tu as raison de dire ça. Parce que je connaissais pas ce projet de Labarthe, mais je connais son chat mort. Je sais pas si tu connais ça. Parce que moi, je l'avais en professeur, donc il amenait toujours un chat mort écrasé par des milliers de camions en Espagne pour faire des théories sur l'image, ce qui était assez étonnant. Mais non, tu as raison, et ça revient vraiment sur tout ce que j'ai essayé de dire là, c'est que moi, je m'intéresse assez peu au truc que l'IA fait, en fait. Bon. Mais vraiment beaucoup plus à l'expérience, quoi, mener cette expérience. Alors, en plus, là, forcément, comme tu as dit, c'est micro, quoi. C'est-à-dire, c'est une petite échelle sur un petit paysage avec des gens, les mêmes, mais une multitude d'auteurs. Et donc, bien sûr qu'il y a ces dimensions. Mais je voudrais quand même que ce soit effectif, c'est-à-dire qu'elle produit vraiment des choses. Voilà, mais moi je n'ai pas parlé de la notion qui est au cœur de ce que j'essaye de faire en général, mais c'est la question de fiction concrète. On crée des fictions. Mais les fictions, elles sont concrètes. Elles sont concrètes, c'est-à-dire qu'elles ont elles terraforment nos réalités. Il s'agit, l'exemple le plus simple, le plus énorme aussi, c'est le capitalisme. C'est-à-dire, c'est une fiction dans le rapport à la valeur, mais qui a transformé entièrement la planète elle-même, à tel point que le capitalocène ou l'anthropocène rentre dans les strates les plus profondes de la constitution de cette planète. Donc ça, c'est une belle fiction concrète. En tout cas, qui a eu les effets qu'on connaît. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Eh ben, merci. Merci à nos invités, merci à Gilles.